Bonjour chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, cher président de Civitas, monsieur Alain Escada. Alors, je ne suis pas l'auteur de la biographie de Saint-Hugues. Par contre, j'ai contribué à l'avènement de cette bande dessinée que j'ai trouvée dans un fond de tiroir chez quelqu'un de très reculé dans la campagne. Et donc nous avons sorti ce trésor et nous l'avons mis en valeur, édité, etc. Ensuite, je suis mademoiselle et je revendique ce titre. Donc je suis mademoiselle, donc je dis bonjour à mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et j'ai commencé bien sûr par nos pères qui sont ici, et je remercie évidemment Civitas grandement de cette permanence, de cette puissance dans la durée, parce que créer des choses, créer s'enticher d'action, être dans l'activisme, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde, mais durer, c'est là qu'est la clé de notre réussite, qui ne fait aucun doute. Mais combien resterons-nous justement au bout du combat? Combien serons-nous à avoir tenu la distance? Parce que c'est une histoire de tenir la distance. Je remercie aussi beaucoup Madame Lopi hier lors de son atelier, qui a été extrêmement intéressant. Ce témoignage que vous avez donné, tout était absolument parfait. J'ai beaucoup aimé votre discours sur les bobos, parce que c'est aussi une clé pour comprendre ce qui se passe dans les communes rurales. Et votre approche extrêmement pragmatique du langage administratif, qui est aussi une autre clé fondamentale. Je remercie évidemment Monsieur Bousco qui nous a très bien expliqué la loi NOTRe, et ça va donc m'éviter de le faire. Et je vais pouvoir avoir le plaisir, non pas de vous faire une conférence, parce que ce serait vraiment présomptueux, mais plutôt de vous livrer un témoignage. Vous disiez, mon père, vous faisiez ce rapprochement avec les océans. Il est évident que les océans ont à voir avec ma conversion, puisque je le répète, mais j'ai fait ma confirmation en 2011, j'ai fait ma communion en 2011, ma première communion, et ma confirmation en 2013. Et il se trouve qu'on a créé TRFMI en 2014, et qu'en 2014, on m'a demandé d'être élu. Je n'ai pas fait campagne sur les marchés de Briand, d'abord parce qu'il n'y a pas de marché, il y a 232 habitants, donc... mais on est venu me demander de prendre part à la vie communale. Alors, vous allez me dire quel lien entre la confirmation, etc. Oui, a priori, je n'en ai fait aucun sur le moment. Mais il se trouve qu'avec le recul, c'est-à-dire 5 ans plus tard, il est évident qu'il y a un lien. Et quand Madame Lopi parle je dirais, du côté abscon, et dans abscon, il y a abs, bien sûr, donc, du langage administratif, il est évident que ce n'est pas anodin du tout. Et alors, pour appuyer mes dires et vous montrer d'où je viens dans cette réflexion, je vais prendre une référence, Simone Veil, qu'évidemment j'aime beaucoup, s'enraciner pour s'élever, et l'enracinement de Simone Veil faisant très bon ménage. Alors Simone Veil dit ceci, donc qui est pour moi parfaitement attribuable à l'emprise de l'État dans nos vies aujourd'hui. Elle écrit « L'État est une chose froide qui ne peut pas être aimée, mais il tue et abolit tout ce qui pourrait l'être. Ainsi, on est forcé de l'aimer, parce qu'il n'y a que lui. Tel est le supplice moral de nos contemporains. » Donc, c'est un résumé parfait de ce qu'est, alors, l'État, on pourrait épiloguer sur le terme État. On pourrait dire le système ambiant, parce que l'État entre les mains d'un système qui n'est pas fermé sur lui-même, ce serait parfait. Or, l'État est entre les mains d'un système qui s'est déclaré omnipotent, c'est-à-dire qu'il est l'alpha et l'oméga de nos vies. On n'a pas le droit de remettre en cause. Alors ce système, on lui a donné un nom, ça s'appelle la République, mais je préfère l'appeler système, mais la res publica, la chose publique, c'est pareil, ça pourrait très bien être étymologiquement entre les mains de gens bien orientés, c'est-à-dire orientés vers notre Seigneur. Alors, comme toutes les questions techniques ont été admirablement posées, je vais me permettre de témoigner de mon expérience en tant qu'élu local. Je vais
insister sur un fait en introduction pour vous prouver à quel point ce témoignage, en fait, peut concerner chacun de vous. Alors ceux qui sont élus connaissent déjà l'aventure, mais ceux qui se posent des questions, surtout n'hésitez pas, foncez, c'est le moment, comme l'a très bien dit M. Alain Escada hier. Il se trouve que le nombre des communes a déjà diminué. Quand on regarde les chiffres, je vais passer les détails, mais avec la réforme des collectivités territoriales de Nicolas Sarkozy, puis la loi NOTRe de François Hollande, vous regardez les chiffres sur Internet, c'est très simple, et vous allez voir le nombre des communes qui a diminué drastiquement. Et ça n'est que le début de leur plan. Hein. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi diminuer le nombre des communes? Alors, on va vous donner des arguments tout à fait fallacieux, du genre, il faut diminuer le millefeuille administratif, il faut diminuer les frais, les dépenses des collectivités, etc., etc. Tout ça ne tient pas la route, je vous en ferai la preuve tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, et qui répond à la question, si on veut bien regarder, non pas à travers les lignes, mais à travers les chiffres, c'est que plus de 94% des communes ont moins de 5000 habitants en France. Ça, c'est pour moi extrêmement important, moins de 5000 habitants. Et vous remarquerez que le but des intercommunalités est d'augmenter le nombre d'habitants, soi-disant pour augmenter les dotations. Mais revenons à ce chiffre, 94% des communes, c'est-à-dire 94% aujourd'hui de plus de 34 000, hier de 36 000 et avant la Révolution de 40 000. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend les chiffres de l'Union européenne, c'est des chiffres de 2004, vous m'excuserez, 75 000 communes dans toute l'Union européenne. Et donc à l'époque, dont 36 000 en France. C'est-à-dire que nous représentons 16% du nombre des communes pour 14% de la superficie. Vous vous rendez compte de cet héritage incroyable que nous avons? Et si on prend le nombre de communes aux États-Unis d'Amérique, c'est plus de 35 000. Donc on a plus de communes que dans les États-Unis. Donc, et en comptant les dom-toms, il ne faut pas oublier nos territoires d'outre-mer, hein, parce que il ne faut pas oublier notre rayonnement. Hein, je pourrais vous donner des chiffres, mais ça vous pourrez regarder sur Internet. On a des communes outre-mer. On a quand même le 2e domaine public maritime au monde après les États-Unis. Enfin, je veux dire, il ne faut pas perdre de vue ça, parce que comme on a tendance à nous laisser sécher sur place, comme de pauvres petites tomates qu'on va mettre après dans l'huile, bon, je ne sais pas ce qu'on va en faire, il faut absolument qu'on se réhydrate, hein, qu'on se réhydrate de notre histoire, qu'on redevienne. On a un rayonnement incroyable qui est un héritage. Et donc, ces 36 000 communes, c'est de la vascularisation. Nos rois qui ont fait la France ont... Et alors, c'est pour ça, quand on a affaire à des gauchistes, soit incultes, soit... quand je dis gauchiste, ça veut dire gauchi, hein, dans mon esprit. C'est-à-dire que pour moi, Sarkozy est gauchi, on est d'accord? C'est-à-dire que sur l'échiquier politique, il ne reste pas grand-chose de droitier, c'est-à-dire de recherchant la droiture, puisque précisément s'ils sont impliqués dans le système, c'est qu'ils sont ou corrompus ou corruptibles. Donc gauchis. Hein, on ne fait pas un meuble avec des planches gauchis. On les dégauchit pour faire des planches droites. Donc la recherche de droiture, on n'a pas dit qu'on était droit, nous. On dit on reconnaît qu'on est pécheur, donc qu'on est gauchis, et qu'il faut chercher la droiture. Hein. On ne nie pas le fait... Voilà, c'est pas nous qui disons que la perfection est possible sur cette terre. On n'a jamais dit ça. C'est la République qui dit « Nous, on est parfait. Alors tout ce qui n'est pas parfait, tous les ennemis de la perfection républicaine, pas de salut, et de la guillotine ou la mort sociale selon les époques. » Donc... il est quand même incroyable de se rendre compte de la valeur de cet héritage, de cette vascularisation incroyable. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux sur cette terre que de créer tous ces petits points d'autonomie? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus proche de la subsidiarité que tous ces points d'autonomie et d'exercice de cette liberté, de quoi? D'enfant de Dieu. Pas de cette liberté démocratique républicaine. Et c'est là où, si vous voulez, j'ai fait un gros effort moi-même. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de mon témoignage. C'est que cette claque de la confirmation, cet enchaînement avec l'élection
m'ont remis les idées en place. Nous avons un héritage extraordinaire et il convient non pas de le garder dans la naphtaline, de le garder entre nous, mais de le faire rayonner. Et c'est le moment, comme le disait très bien Alain Escala hier, de le faire. Ça, j'en ai l'intuition et je vais venir à mon expérience à Briand, de 132 habitants. Donc nous avons cette chance incroyable de cet héritage, de cette subsidiarité, de cet exercice qu'a fait la France, finalement, de la bonne nouvelle, des évangiles, et qu'il a appliqué de façon, je dirais, royale. Nous sommes la fille aînée de l'Église, et je pense que c'est plus de 36 000 communes en sont un témoignage. Nous avons parfaitement compris la subsidiarité, nous avons parfaitement compris le sens de la liberté. Et pourquoi nous sommes particulièrement attaqués? C'est parce que précisément nous sommes l'alternative à ce monde, qui est un monde de destruction. Il ne bâtit rien, ce monde. Et je vais aller très loin dans ce que disait Madame Lopi hier, et c'est pour ça que je m'étais permise d'interrompre, enfin pas d'interrompre, mais de participer au groupe de travail, je ne me serais pas permise d'interrompre, sur cette affaire des logements sociaux. Je vais traiter la loi NOTRe sous un angle plus, je dirais, synthétique, et par rapport à ce que j'ai vu en tant qu'élu local. C'est, de façon synthétique et rapide, l'expropriation qui continue. Voilà. Donc, vous nous avez parlé du langage. On nous a expropriés. On nous a chassés de notre propre langage. Et ça, il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que toute résistance est bonne. Quand en réunion de conseil municipal, on a un membre du bureau d'études chargé de réviser le plan d'urbanisme de l'intercommunalité et qui se plante, je dirais, 99 fois sur 100. C'est-à-dire que c'est un exemple de langage abscon et d'incompétence de ces administrations qui sont financées par l'Europe, en partie, et qui viennent vous expliquer comment vous allez organiser vos maisons, votre plan d'occupation des sols, et qui 9 fois sur 10 se plantent. J'ai un exemple, mais je pourrais vous en citer 100. Bon, alors, vous, à Ygrande, vous allez... Voilà, là, ce sera la zone artisanale, là, la zone agricole, là, la zone... Là, vous allez faire des logements. Et là, je vois madame le maire, qui se tape sur le ventre de rire et qui lui dit, mais... Là où vous voulez mettre des habitations, c'est inondable. On n'a jamais pu construire là. Donc, oui, mais nous avons décidé que... Et il a fallu des réunions, des disputes, pour leur faire comprendre que le petit calcul qu'ils avaient fait depuis leur bureau d'études, quelque part à Paris, n'était pas valable. Que cette zone était inondable et qu'on ne construirait pas ici. Donc, quand on nous explique que c'est pour limiter les dépenses, d'un point de vue pratique, je peux vous dire, j'ai même pas besoin de regarder le résultat de la Cour des comptes, la Cour des comptes elle-même a révélé que ce niveau supplémentaire était plus de 60% de dépenses publiques en plus. Donc, quand on nous dit que les intercommunalités sont destinées à diminuer les coûts et que c'est pour ça qu'elles existent, c'est totalement faux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Donc une incompétence qui augmente tous les niveaux, qui dissout la décision, qui dissout qui dissout pas les responsabilités, mais qui dissout la décision et l'autorité, mais qui fait reposer toujours les responsabilités sur le maire, par contre. C'est-à-dire que le maire n'a plus la main sur la gestion du plan d'occupation des sols, mais par contre, quand vous n'êtes pas content parce que vous n'obtenez pas le permis de construire, eh bien c'est le maire qui se prend tout dans les dents et c'est au maire qu'on demande de ratifier tous les textes qu'il n'a pourtant pas pu faire délibérer en conseil. Donc ça s'appelle de l'expropriation, mais en plus, vous êtes responsable de cela même dont vous avez été exproprié. Et ça revient à cette idée du logement social qu'on soulevait hier en groupe de travail, c'est qu'on en arrive aujourd'hui à avoir des maires de qui on exige la création de logements sociaux, mais la CAF va se permettre de loger, après grand renfort d'appels d'offres, etc., auprès de bailleurs sociaux, de loger
par exemple, et là je vous donne un exemple bien concret, parce qu'on a les pieds sur terre à Terre et Famille, un exemple dont j'ai eu connaissance hier, de Kosovars qui sont arrivés, pour ceux qui n'étaient pas un groupe de travail, à 23 dans une maison qui était faite pour 5 personnes, qui font semer la terreur dans une petite ville de Saône-et-Loire partout, et donc le maire de demander aux propriétaires des lieux de lui dire, et en plus, enfin cette personne, ce maire l'a fait ironiquement, ou je dirais faussement, naïvement, en plus vous devez avoir du mal à vous faire payer vos loyers quand même, hein. Et là le propriétaire, très embêté parce que son bien est en grand danger, de répondre « Ah mais non, la CAF paye ». Alors le maire de dire « Oui, mais seulement une partie », toujours naïvement le maire. Ah non, la totalité, et même ils ont un petit peu plus que la totalité du loyer. Donc vous vous retrouvez quand même en tant que maire dans une situation impossible. Donc ce maire est allé chez les gendarmes en disant « Écoutez, là ça ne peut pas durer, cette bande de Kosovars est en train de semer la terreur partout, il faut agir ». Et la réponse qui a été faite par les gendarmes, de très bonne... si vous voulez, c'est là où il faut déceler le piège. C'est que les gendarmes ont répondu « Ah oui, vous avez raison, c'est terrible. Mais d'ailleurs, le gouvernement est en train de plancher sur un permis de louer. C'est-à-dire que le propriétaire va devoir maintenant montrer qu'il est apte, probablement qu'il a gardé ses 5 sens, qu'il est apte à louer. Et c'est pour éviter donc qu'il y ait 23 personnes dans un logement de 5. Et là, vous vous rendez compte, pour notre bien, pour protéger le propriétaire, on va inventer le permis de louer. Vous voyez la perversité du truc, pendant que la CAF finance à plus de 100% les loyers. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ce permis de louer ? Ça veut dire que c'est juste la veille de la réquisition de nos biens immobiliers pour y mettre des Kosovars dont on financera le loyer et plus. C'est l'expropriation qui continue. Alors maintenant, sur ce constat qui est franchement consternant, et là je vous donne un exemple qui m'est arrivé hier au téléphone, j'en aurai beaucoup d'autres. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Face à un langage abscon, eh bien, en fait, à Terre et Famille, on part du principe qu'il n'y a pas de petites actions. Et on s'aperçoit même que ces petites actions qui sont du genre, parce que s'intéresser à la vie de sa commune, c'est pas... Tout le monde ne pourra pas être sur une liste. Tout le monde ne sera pas élu maire. Mais par contre, et ça, le système se garde bien de le dire, mais toutes les réunions de conseils municipaux sont publiques. Il faut commencer, avant même, je dirais, toute chose, et d'ici aux élections de 2020, aller à vos réunions de conseil municipal et assister. Je vous donne quelques exemples. Dans l'affaire, par exemple, des vitraux d'Anzy-le-Duc, le problème, on est venu nous chercher, nous, pour défendre les vitraux d'Anzy-le-Duc. C'était un scandale dans une église qui a failli être monstrueusement défigurée et on s'est battu pour. Mais, excusez-moi, mais les quelques personnes qui sont venues nous voir n'avaient jamais pris la peine. Elles étaient alarmées parce qu'elles étaient concernées au premier chef, mais n'avaient jamais été à la réunion de conseil municipal. Ne serait-ce que la présence, votre présence, vos yeux, vos cerveaux présents, il ne s'agit même pas de prendre la parole, mais quel courage déjà d'être présent dans la salle. Mais ça change tout. Est-ce que vous croyez que le maire de Chartres, si ses conseils municipaux étaient je dirais le public catholique de Chartres assistait aux réunions de son conseil, est-ce que vous croyez qu'il oserait entreprendre les travaux là, même y penser ? Est-ce que vous croyez que le maire de Saumur, qui a osé penser, et encore une fois, nous étions dans l'ombre, défigurer la chapelle Saint-Jean du XIIIe siècle en faisant un levrette café, un bar de nuit, en plein cœur de ville, ça ne s'est pas fait parce que nous avons veillé. Mais est-ce que vous croyez qu'il aurait seulement pensé à ça si nous avions été dans la salle ? Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans les conseils municipaux, vous avez le maire qui, généralement, a une certaine emprise sur son conseil, d'une façon ou d'une autre, hein, selon les petites et les grandes communes, les enjeux et les manœuvres politiques ne sont pas les mêmes. Et les choses passent dans l'ombre, et on fait nos petits cocktails, nos petits arrangements,
nos petites lâchetés en famille, entre guillemets, voyez-vous. Et donc, si vous êtes là, ne serait-ce que dans le public, mais ça change la donne du jour au lendemain. Si nous, catholiques, nous sommes ne serait-ce que présents aux réunions de conseil, d'abord, vous allez vous informer sur les dossiers en cours, ce sera une très bonne école, en imaginant que vous soyez sur une liste ou élu en 2020. Il est indispensable de commencer déjà à prendre d'assaut les conseils. Alors, moi, je peux vous dire que ceux qui savent que les réunions de conseil sont publiques, c'est nos adversaires les plus farouches. À la gauche rouge foncé, alors elle ne se gêne pas pour occuper les conseils. Ça, je peux vous dire, les conseils municipaux, les réunions eux, ils le savent. Et nous, on n'y est pas. Mais qui est responsable? C'est pas nos ennemis qui sont là, c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on fabrique? On préfère rester devant la télé ou... Alors vous allez me dire, oui, mais je suis débordé, machin. Oui, mais comme le disait très bien Alain hier, c'est un devoir d'État. C'est quelle vie vous voulez laisser à vos enfants? Et votre action politique commence devant le seuil de votre porte. Moi, je veux bien entendre que vous êtes débordés, vous êtes des parents de familles nombreuses, etc. Vous avez raison. Moi, je suis célibataire, je suis mademoiselle. Mon rôle, c'est de vous secouer les puces. J'ai bien conscience du niveau d'occupation quotidienne que vous avez. Mais néanmoins, je crois qu'on a traité comme secondaire quelque chose qui est primordial. Parce que quand j'ai été élu, et là j'en viens à mon expérience vraiment personnelle, quand j'ai été élu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et certains de mes amis m'ont dit, le maire n'a plus de pouvoir, qu'est-ce que tu fabriques et tout, enfin, t'es vraiment 232 habitants, n'importe quoi. Mais en fait, alors j'avoue ne pas m'être vraiment posé la question, et puis je me suis dit, bon, les commissions externes ne m'intéressent absolument pas, donc la communauté de communes, tout ça, d'abord j'ai pas le temps parce que je suis quand même beaucoup prise par ailleurs, donc j'ai pris toutes les commissions internes, et en particulier le patrimoine. Et qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine? Une église du XIIe siècle. Un presbytère, un cimetière, quelques bâtiments communaux. L'église était en très mauvais état. Je venais de recevoir la confirmation. Alors, je me suis dit, il y a une logique. Alors, comme je m'amuse à dire, je ne l'ai pas fait au nom de la République, mais disons que le tremplin que m'offrait ce mandat d'adjoint, puisque je n'ai accepté que d'être adjoint et pas maire, parce que pour des raisons de présence, j'estimais que ce n'était pas très honnête, donc j'étais adjointe. Eh bien, avec une conseillère, la doyenne, on a commencé par faire l'état des lieux de l'église, et puis on a mis de l'ordre dans la sacristie qui sentait le moisi. On s'est dit, oulala, il y a un gros travail. Pourquoi? Parce qu'il y a les toitures qui fuient. L'électricité, on avait peur de toucher un bouton pour mourir électrocuté. Tous les bancs étaient en train de vermoulus, en train de s'effondrer. Ni une ni deux, on a restauré tout ce qu'on a pu nous-mêmes. Et puis, on a fait investir la mairie, à grand renfort d'arguments, et que je vais vous donner, pour restaurer la toiture, etc. Du coup, dans le même temps, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est de dire le chapelet aussi. Bon, puis comme on est dans la zone d'influence de Sainte-Marguerite-Marie, on va dire tous les premiers vendredis de chaque mois, tous les vendredis de mai et d'octobre. Et puis comme on était responsable du bulletin municipal, on a mis les horaires du chapelet dans le bulletin municipal. Et là, je peux vous dire que nos adversaires, ils savent que les réunions de conseil sont publiques. Parce que là, ils sont venus pour me sortir du conseil municipal. Mais heureusement, j'avais 2 paysans conseillers municipaux qui leur ont dit « Vous avez un problème avec le bulletin? Parce que si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à le faire vous-même. » Bon, voilà. Néanmoins, ils ne sont pas pratiquants, ces paysans, ils ont perdu le fil, on va dire. Ils ont perdu le fil. Il faut imaginer des gens qui ont perdu le fil d'Ariane, qui sont perdus en fait dans le noir. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est de leur dire, regarde, il est là, le fil. Donc, et d'ailleurs, c'était marrant, cette réunion, c'était drôle, parce que à la fin de cette réunion, on buvait un petit coup, et les paysans qui ne pratiquent pas disaient, ah ouais, tu te souviens, René, quand on allait dans le bus, là, pour les pèlerinages et tout, oh là, et la première communion, tu te souviens? Incroyable. Et toute la fin de la réunion de conseil s'est tournée autour, parce que
ces diablotins gauchisés étaient venus me virer du conseil parce que j'avais osé mettre les horaires du chapelet dans le bulletin municipal. Ce à quoi j'aurais répondu, il me semblait qu'il y avait les horaires de messe à l'entrée des villages avant, qu'il ne s'agit pas d'une obligation mais que d'une information, et qu'on ne peut pas priver une partie de la population d'une information qui est qu'il y a un chapelet à 18h tous les jours, tous les vendredis, premier vendredi de chaque mois, etc. Donc, on a restauré cette église, on y a dit le chapelet, et puis le presbytère était dans un état absolument épouvantable. J'ai vu le moment où il allait terminer soit en logements sociaux, sachant qu'il jouxte l'église. Et je me suis dit, il va terminer comme il est très vaste, hein, on va faire des logements sociaux là-dedans, j'étais catastrophée, il voulait abattre le mur. Ça, c'est le PLUI européen, le mur du presbytère qui est très épais parce que ce sont des restes de fortification. Il fallait l'abattre pour créer des places de parking pour être aux normes européennes. Alors qu'à Briand, il n'y a pas besoin de places de parking. Hein. Je ne vous cache pas que 232 habitants, il y a plus de bétail que d'habitants. Donc, et là, vous vous dites, attendez, et c'est là où il faut être, ce que vous disiez hier, tout à fait, faire dissoudre tous vos complexes. Le bon sens de chacun d'entre nous est tellement plus puissant que cet encombrement cérébral issu du programme des grandes écoles. Et je veux dire, dégagez-vous de tout complexe. Et c'est ce que moi je m'ingénie à faire dans les conseils municipaux, c'est de dire, je comprends pas, je comprends pas ce que vous dites. Alors les gens quand ils disent, Stéphanie Bignon comprend pas, je me lance pas des fleurs, hein, mais si elle comprend pas, nous aussi on a le droit de pas comprendre. Qu'est-ce que vous dites là? Alors là, du coup, ils sont obligés de se justifier en face. Et alors là, c'est la panique à bord. Mais c'est très drôle, il faut oser le dire. Mais je comprends pas du tout ce que vous dites. Et alors, parce que l'arme secrète, c'est de nous exproprier de notre propre langage. Et comme le langage fait l'intelligence, au commencement était le verbe, eh bien, comme il fait l'intelligence, il nous exproprie de notre propre intelligence. Alors, non, monsieur, je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas. Et là, tout change. C'est micrométrique, mais par contre, c'est micrométrique. Mais quand vous êtes dans une assemblée, avoir le courage de dire « j'ai pas compris ce que vous m'avez dit », et ça demande un courage énorme, parce que vous vous dites « je vais avoir l'air de quoi, je suis pas le bonnet du coin, pourquoi ?» Alors vous préférez faire, ou nous préférerions faire « ah oui, c'est très intéressant, oui, effectivement, très... ah oui, et puis alors, tout le monde sort, ah oui, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le président du conseil, ah oui, fabuleux. Personne n'a rien compris. Tout le monde est en train de se faire avoir par le voleur chinois. Vous voyez, vous connaissez le principe du voleur chinois, hein? C'est un peu le principe du torero, c'est-à-dire j'agite le voile, je fonce dedans, mais en fait le taureau, il devrait viser le torero, hein? Mais c'est le truc rouge. Voilà, alors on vous agite des draps rouges, et tout le monde... Olé, voilà. Et là, qui est-ce qui tire les marrons du feu, si ce n'est encore ce foutu système qui n'a qu'un seul but. Et c'est là où... alors, combien il me reste de temps, là? Il me reste combien? 25 minutes. C'est formidable. Donc, du coup, et c'est là où ça devient vraiment... très intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous les obligez à vous expliquer les choses, vous démasquez. Et c'est bien, alors là j'ai un petit peu sauté, mais c'est pas grave, c'est bien là qu'est la clé en fait, si vous voulez. C'est que une des armes, et on sait, c'est même l'arme du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et donc, pour faire croire qu'il n'existe pas, il est dans une logique d'esquive et de masque permanent. Et vous, quand vous dites tout simplement « j'ai rien compris », qu'est-ce que vous faites? Vous démasquez le mécanisme. Et là, ça paraît rien, mais encore une fois, j'insiste, ayons le courage de ces petits courages quotidiens qui vont nous permettre, parce que c'est quoi la finalité? C'est de reprendre possession de notre langage, de nos intelligences et de nos communes et de nos familles. Ce que je veux dire, c'est que si on se réfère encore une fois à Simone Veil, elle parle de ces ponts, de ces métaxus entre le sol, entre la terre et le ciel. Et la famille en est un, la commune en est un.
Et l'exercice de la subsidiarité dans la commune est tel que, bien que le mandat de maire ayant été copieusement défiguré, reste au niveau communal et en particulier en dessous de 5000 habitants, où vous avez encore et en particulier aussi en dessous de 1000 habitants, une grande marge de manœuvre. C'est-à-dire que vous pouvez favoriser certaines choses au niveau des écoles, vous pouvez ruser, vous pouvez éviter certaines choses, vous pouvez repousser certaines choses, vous pouvez ne pas donner votre accord, vous pouvez et retarder la machine, retarder. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aussi faire de la pédagogie auprès de vos populations. Et vous pouvez, et surtout, recentrer sur les choses essentielles et en dehors de tous les clivages politiques. Et c'est là l'intérêt de ces communes, de ces 94% de communes en dessous de 5000 habitants, c'est que là, vous avez une marge de manœuvre énorme parce que vous n'êtes pas pris dans les idéologies ambiantes. Et là, on a vraiment une possibilité d'action extraordinaire. Alors, nous, en fait, le cœur de Terre et Famille est né de cette alchimie. Il s'agit, comme disait Monseigneur Lefebvre, de ne pas mélanger, comme le ferait l'islam, le temporel et l'intemporel, le politique et le religieux. Il s'agit non pas non plus de les séparer, comme nous invite à le faire, ou plutôt nous oblige, nous contraint à le faire la loi de 1905, parce que ça, ce serait comme séparer la tête du corps, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été beaucoup mieux dit, encore, l'âme du corps, on est mort. Et effectivement, notre corps social, qui refuse d'avoir pour maître le Christ, est mort. Il est parfaitement horizontal, et quand on est horizontal en général au long cours, c'est qu'on est mort en fait. Donc on est mort. Alors nous, Civitas, nous, apparentés Civitas, on est tous Civitas en fait, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans une commune? Parce qu'il ne s'agit pas de se fondre, on a dit qu'il fallait voir ces petites réactions qui sont à notre portée au quotidien. Eh bien, ces petites actions, elles doivent être portées par quelque chose d'extrêmement puissant. Et nous avons, évidemment, S'enraciner pour s'élever vient du fait d'un constat très simple, c'est que si vous enlevez les églises des villages, si vous enlevez les cathédrales des villes, il n'y a plus de villes, il n'y a plus de villages. Alors vous allez me dire, oui, et les villes nouvelles? Que nenni, les villes nouvelles n'existent que parce qu'il y a des villes anciennes. Donc, le cœur de nos villes, je veux dire, on voudrait nous faire croire. Alors après, il y a un grand débat, les origines chrétiennes de l'Europe, de la France, etc. Non mais, on arrête tout, on arrête vos divagations d'énarques, là, et polytechniciens et consorts, et puis on regarde les choses, là, avec les deux pieds qui touchent par terre. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un paysage rural qui est totalement médiéval, et toutes nos villes, qui ont un intérêt, ont toute une architecture médiévale. Donc, c'est quand même simple à comprendre. Et qu'est-ce qui est au cœur de la vie médiévale, si ce n'est la vie spirituelle? J'entendais... je ne sais pas si vous vous souvenez du professeur Benveniste qui a découvert la mémoire de l'eau en 1984. Et le professeur Benveniste est mort en 2004 à force d'usure et de combat pour faire admettre cette affaire de la mémoire de l'eau qui est quelque chose de passionnant et qui pourrait révolutionner la médecine et qui, à mon sens, prouve l'existence de Dieu, ou en tout cas fait partie des éléments qui prouvent l'existence de Dieu. Mais lui, ce professeur Benveniste, je le dis, mais de façon étymologique pourrie, par ce langage purement scientifique, à deux mots qu'il déteste, bien que maltraité par le système, et c'est là où il n'a pas compris, c'est là où on sent que nous sommes des handicapés de Dieu, il nous manque une jambe, hein, il y a un truc qui nous manque au niveau sociétal. Il dit, il y a deux mots que je déteste, craquer, je vais craquer, il dit, ça, je trouve qu'on a à faire notre tâche sur ça, mais je déteste le mot Dieu. Et il donne comme exemple, c'est qu'à Paris, si on avait construit des égouts avant de construire des cathédrales, on aurait évité des milliers de morts. Et là, vous vous dites, attendez, ce monsieur, ce professeur que je suis, au sens, je comprends ses travaux, je comprends à travers quoi il est passé, etc.
est capable de déraisonner à ce point-là. Donc nous, qui ne sommes pas professeurs en médecine, qui ne sommes pas énarques, qui ne sommes pas polytechniciens, qu'est-ce qu'on peut apporter à tous ces gens-là qui sont perdus? Parce que ce monsieur Benveniste, il est mort en 2004, il est mort en quelque sorte de désespoir. Il est mort, et j'aurais aimé pouvoir, moi, le connaître avant et lui dire, mais vous voyez, on aimerait pouvoir voir ces gens et leur dire, mais aussi intelligents que vous êtes, il vous manque quelque chose de fondamental. Et c'est ça que nous ne devons pas avoir peur d'apporter, quels que soient les gens qu'on a en face, quels que soient. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret après être parti dans mes divagations. Nous avons eu une réunion. C'est enregistré, ça? Oui, c'est enregistré. On pourra faire des coupes ou pas? On peut faire des coupes? Pas sûr. Bon, alors je vais être prudente. Donc du coup, nous étions dans une réunion. Avec tous les maires du canton, plus notre évêque, avec lesquels j'ai les meilleures relations du monde. Très franches, néanmoins. Et donc, cette réunion avait... le sens de cette réunion, c'est que nous sommes dans une région très agricole et orientée vers l'élevage. Et l'élevage va très mal, pour de multiples raisons. Et donc, Monseigneur vient pour essayer d'apporter ce pansement à nos âmes et de ruraux maltraités. Et puis, la fin de la visite du foirail, parce que nous avons une foire aux bestiaux très importante dans la région, nous terminons la réunion dans la salle de conseil. Et je vais passer certains détails, mais ce qui me paraît essentiel, c'est qu'à un moment donné, Monseigneur nous explique que les moyens du diocèse ne permettent pas d'investir dans la restauration de nos petites églises. Chacun de nos petits villages a son église. Et donc il fait faire le tour pour chacun d'entre nous où en sont vos petites églises. Et chacun de dire, moi j'ai les gros travaux, et on y est à la messe une fois tous les 3 mois, etc. etc. Et puis arrive mon tour, et moi je dis, à Briand ça va pas mal, nous on a la messe tous les jours. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait venir un prêtre qui vit maintenant dans le presbytère. Ça, dans la partie restauration, la partie action, j'ai donc fait restaurer le presbytère et installé un prêtre retiré qui dit donc la messe de Saint-Pie V quasiment tous les jours à Briand, 232 habitants. Et nous avons fait une magnifique d'ailleurs... Nous avons fait une magnifique procession au flambeau pour le 15 août dans le village de Briand. Je vous cache ma joie parce que c'est assez extraordinaire de pouvoir vivre ça. Et donc ça fait partie justement de mes œuvres d'adjointe. Et donc j'en étais à cet exemple de réunion et je dis, nous à Briand ça va pas mal, on a une messe tous les jours, ouais. Et l'église est en bon état, oui, elle est en très bon état. Et puis là, je me dis, mais je me permets, je dis aux maires qui sont autour de cette table, il faut reconnaître que sans nos églises, nos villages n'existent pas. On est bien d'accord que chacun d'entre vous, il y a des maires communistes, anticléricaux, il y en a une qui pratique sa religion sur les 20 maires qui étaient là. Hein, donc vous êtes bien d'accord que sans nos églises, les villages, il n'y a plus de villages. Hein. Ah, ouais. Vous êtes bien d'accord aussi que finalement sur tous nos bulletins municipaux, qu'est-ce qu'on met on met en couverture la photo de nos églises du XIe, XIIe siècle. Ah oui, absolument. Alors je regarde Monseigneur et je lui dis, oui, Monseigneur, en fait, ne vous faites pas de soucis pour nos églises, parce que finalement, qui a fait Lourdes? Lourdes, c'est pas l'État qui a fait Lourdes, c'est même pas l'Église. Eh bien, vous voyez, je pense que nos églises seront sauvées par la ferveur populaire. Et là, même le maire communiste, ah oui, tout à fait, la ferveur populaire. Donc, c'est pour ça que je tiendrai à ce que ça reste entre nous, mais bon, tant pis. Faut pas dévoiler ces cartouches trop. Alors, du coup, si vous voulez, je pense, encore une fois, alors là c'est pareil, je suis sortie de cette réunion, j'étais exténuée, je vous cache pas, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir... Parce que vous savez, il faut être assez rapide quand même. Et
je pense que c'est à la portée de tout le monde parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir utilisé mon intelligence. J'ai l'impression qu'on est passé à travers moi, voyez. Donc, une fois qu'on est dans la sincérité, en fait, il faut se laisser aller à être sincère. Non, je comprends pas. Et puis après tout, c'est vrai, à Lourdes, vous voyez. Alors, c'est une autre réflexion que je vous confie parce qu'on a été aussi confronté à la crèche. Parce que j'ai osé mettre une crèche sur la voie publique, évidemment. La première année, c'était des tout petits personnages que j'ai été prise de court, mais la deuxième année, ils étaient beaucoup plus grands, les personnages. Et donc, évidemment, du coup, ça donne lieu à des choses extravagantes, du genre... nous aussi, on va faire... Alors, la déco de Noël, c'était des petits patineurs dans un décor en bois. Et évidemment, moi, j'arrive, je mets une crèche, ça fait mauvais genre. Pour Noël, mettre une crèche, ça fait mauvais genre, franchement. Et donc, je mets ma grande crèche, et alors là, on s'est retrouvé avec Blanche-Neige en réaction. Blanche-Neige et 3 nains. Et 3 nains sur lesquels ils avaient mis des noms. Liberté, égalité, fraternité. Alors c'est ça que je leur ai dit, mais c'est formidable, messieurs, parce que même moi, j'aurais pas osé vous faire un coup pareil. La liberté, l'égalité, la fraternité portée par des nains. Merci beaucoup. Il se trouve que cette année, l'année 2015, a été particulièrement tumultueuse parce que la fin d'année 2015, parce qu'il y avait l'affaire d'Anzilduc, il y avait tout ça. Et donc je suis invité dans un village, non loin de là où j'habite, puis après j'arrêterai, non loin de là où j'habite. Et alors dans ce village, je suis invité par les notables du coin. Et on me dit, formidable pour Anzilduc, fabuleux, vraiment très bien, etc. Et puis il me raccompagne à ma voiture. Et il me dit, c'était près de Noël 2015, vous voyez, non mais regardez. Donc on était au dos d'une collégiale, d'une magnifique église du XIe siècle. Il me dit, mais vous vous rendez compte, dans une des plus belles maisons, là on sort d'une des plus belles maisons, des gens qui ont donc tout pour réagir, on est d'accord, hein, qui n'ont pas de problème de fin de mois, etc. Qu'on se sente concerné. Hein. Moi, tous les matins, c'est ce que je me dis. Hein. Je me dis, est-ce que tu es allé au bout de la question? Voilà. Et alors... Ce monsieur me raccompagne à ma voiture, me dit vraiment c'est formidable pour Anzilduc, tout ça, c'est vraiment bien et tout. Puis il me dit, mais regardez Stéphanie, Merlin l'Enchanteur et la fée Clochette pour fêter Noël. Non mais moi, ça me met dans tous mes états. J'ai envie de donner des coups de pied dedans. Tiens, je vais mettre les poubelles. Là, il y avait les poubelles à roulettes. Je mets les poubelles à roulettes devant Merlin l'Enchanteur et la fée Clochette. Enfin, Noël, c'est pas ça. Et alors là, bêtement, c'est vraiment un exemple que je garde moi-même en tête et que je me plais à répéter parce que... Bêtement, je ne l'ai pas dit en pensant faire une phrase intelligente, pas du tout. Mais j'ai posé la question. J'ai dit, mais et vous, votre crèche, elle est où? Alors, je l'ai laissé là. J'ai dit, bonsoir monsieur. Manifestement, il n'y avait pas de crèche. Donc, évidemment, attendez, on ne met pas de crèche. La nature a horreur du vide. Pourquoi pas Merlin l'Enchanteur et la fée Clochette? Et vous voyez, mais je vous dis ça, c'est une découverte que je fais, que je vous confie. Je me suis dit, mais attendez, c'est aussi bête que ça, mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Il ne s'agit pas de brandir la crèche comme un instrument politicien, comme certains le font, hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est en toute sincérité, qu'est-ce que vous voulez avoir sous l'œil à l'approche de Noël? Est-ce que vous voulez la fée Clochette ou est-ce que vous voulez la Sainte Famille? Moi, je ne le fais pas en disant vive l'identité, je mets ma crèche. Non, c'est simplement que j'ai envie, moi. J'ai envie d'avoir sous l'œil des crèches dans tous les villages de France et pas la fée Clochette. Alors qu'est-ce que je fais? Je donne des coups de pied dans tout ce qui n'est pas la Sainte Famille? Non. À mon avis, c'est être très outrecuidant, très orgueilleux de penser que mon coup de pied va terrasser le diable. À mon avis, là, on perd son temps. Par contre, si je demande l'aide de la Sainte Famille et que je mets la Sainte Famille au cœur de mon village, eh ben, je peux vous dire aujourd'hui que Blanche-Neige n'est plus chez nous, à Briand. Il n'y a plus de Blanche-Neige. Après 5 ans de mandat, Blanche-Neige a disparu. Et le village hollandais avec les petits patineurs aussi. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Sainte Famille. Comment voulez-vous rivaliser devant la Sainte Famille? Je veux dire, la fée Clochette ne peut pas durer. Vous voyez, c'est pas nous qui menons le combat. Hein. Nous, on est là pour être sincères. Et si on est sincère, alors on va jusqu'au bout de la question en toute simplicité, c'est-à-dire avec des armes extrêmement simples. Et pour terminer,
Ah non, il me reste encore un petit peu de temps quand même. Enfin, je pourrais laisser un peu de temps pour les questions, mais du coup, je termine sur une phrase de Simone Veil qui dit « Qui est déraciné, déracine. Qui est enraciné, ne déracine pas. »